Rapidement, moi je m'appelle Thibaut Rennes, ça fait 8 ans que je suis au Québec, ça fait 7 ans que je travaille pour Greenpeace. Il y a 4 ans, j'ai eu la chance de travailler avec Éric Darrier, qui était l'ancien directeur de Greenpeace Québec, qui travaille maintenant pour Greenpeace International sur le sujet des OGM, qui m'a beaucoup inspiré. Et ça fait 3 ans que je me suis lancé énormément bénévolement sur le dossier des OGM, que Greenpeace a abandonné en 2009, alors que c'était vraiment l'acteur principal au Canada. Depuis 2009, c'est ça, Vigilance. Enfin, en 2010, je me lance sur le dossier. Bien sûr, il y avait déjà un réseau en place qui s'appelait le Réseau québécois contre les OGM, formé en 2001. En fait, ce réseau permettait de réunir en fait, autour des enjeux sur les OGM, pas forcément les côtés environnementaux, Greenpeace particulièrement, ou c'est aussi pour montrer que ça a plusieurs facettes les OGM. C'est un problème agricole, premièrement, donc ça touche les agriculteurs. Donc en fait, c'est pour ça que l'Union paysanne est là depuis le début dans le réseau québécois contre les OGM qui s'appelle maintenant Vigilance OGM. C'est aussi un problème de consommateurs. On refuse toujours le droit aux consommateurs de savoir ce qu'ils mangent en Amérique du Nord principalement, alors que 60 pays l'exigent. Donc c'est pas aussi juste un problème environnemental à cause des pesticides utilisés, c'est un problème aussi de droits humains, aussi de sécurité alimentaire. Donc en fait, pour montrer cette multifacette de problèmes, on a réussi de se réunir d'une façon informelle depuis 2001 en réseau pour aussi avoir un impact plus grand. Et à partir de 2010, moi quand j'arrive, j'ai une sorte de nouvelle énergie et j'essaie de structurer la chose. Donc depuis 2010, on a enregistré au registre des entreprises, on a donc un site internet, un compte en banque, un CA, une vie démocratique, des campagnes. On est actuellement tous bénévoles sur ce dossier-là, donc c'est sûr que ça avance pas, enfin, tu comprends ce que c'est, ça avance pas aussi vite qu'on aimerait, mais on fait le suivi des dossiers OGM au Québec depuis 2020, mais depuis 2010, on est officiel, je dirais. D'où viennent vos financements? Financement, les membres. Donc actuellement, il y a 10 membres de Vigilance OGM. Donc Greenpeace, Équiterre, les Amis de la Terre de Québec, les Amis de la Terre de l'Estrie, le marché de solidarité de Brenton. On a Équiterre, si je l'ai dit, Nature Québec, on a l'Union des consommateurs, la CEF, on a l'Union paysanne et on a Miel Montréal maintenant qui vient de se joindre à nous, et Alternative. Je pense que je les ai tous. Donc ça, ils font une cotisation annuelle, plus il y a des gens qui peuvent devenir membres mensuels, donc des individus aussi, soucieux de savoir et d'appuyer des groupes, savoir ce qu'ils mangent et savoir comment éviter les OGM. Donc on vient de commencer ce programme-là depuis 6 mois. Donc les gens font des donations, comme la plupart des groupes fonctionnent, 10 $ par mois et 50 $ pour l'année, à leur souhait. Et aussi, on a créé un guide OGM qu'on a imprimé à 50 000 exemplaires il y a 2 ans, qu'on proposait aux épiceries biologiques ou intéressées, soucieuses d'informer leurs clients, de vendre dans leur magasin. Donc c'est ça, on donnait au prix coûtant à certaines personnes, à d'autres on faisait un petit bénéfice qui nous a permis d'avoir quelques milliers de dollars sur notre compte, mais c'est pas non plus fantastique. Ok. Pour les gens qui vont suivre ça, parce qu'il y a OGM et OGM, à partir de quand estimez-vous qu'un produit devient OGM finalement? Donc c'est ça, il y a une des choses sur lesquelles on se bat par rapport aux OGM, c'est qu'il y a beaucoup de... ça fait 20 ans que ça existe. L'année prochaine, on va fêter le triste anniversaire des 20 ans de plantation commerciale d'OGM au Canada. Canada et États-Unis étant les premiers pays qui ont planté les OGM dans le monde. Et donc, ce qu'on appelle le OGM, c'est un organisme génétiquement modifié. C'est-à-dire on vient jouer avec les gènes. C'est pas un croisement comme il se passe, une accélération de croisement qu'on peut avoir en laboratoire, ou ce qui se passe depuis des millénaires, d'une façon un peu plus lente, avec les agriculteurs qui s'échangent les semences, qui regardent ce qui s'adapte mieux au climat. C'est vraiment là, on vient insérer un gène nouveau, ou retirer, ou amoindrir les caractéristiques d'un gène. Donc on vient jouer en laboratoire sur la génétique de la semence. Et donc aussi, au-delà de ça, c'est que la compagnie qui fait ça devient propriétaire du brevet. Donc ce qu'on essaie aussi beaucoup de faire, c'est d'essayer d'informer, parce qu'il y a beaucoup d'informations sur les OGM, il y a beaucoup de théories du complot. C'est vrai que ces groupes comme Monsanto et compagnie sont très forts, sont infiltrés dans tout ce qui est pharmaceutique, contrôlent aussi, en contrôlant la semence, contrôlent d'une certaine façon notre chaîne alimentaire, et donc où ça amène à beaucoup de fantasmes. Monsanto et nos gouvernements, qui sont leurs alliés, jouent aussi beaucoup avec ça, nous faisant croire que bien sûr ça va sauver, donc une façon
belle, ça va sauver la faim dans le monde, on va augmenter les rendements, les petits oiseaux chantent dans nos champs et tout va bien. Et donc, eux, ils jouent la carte la désinformation et nous aussi, on vient de ramener là, ça. Actuellement, ce qui se passe par rapport aux OGM, c'est qu'il y a 2 grosses transformations génétiques dans le monde. Donc, quand on parle d'OGM, on parle de coton, canola, soya, maïs. 95-15% des OGM dans le monde, c'est ces 4 produits-là. On ne parle pas de fraises comme on entend souvent parler. La tomate, qui a été un des premiers produits vendus en 95, n'existe plus. Retirée de la consommation tellement elle n'était pas bonne. Donc, bien sûr, ce n'est pas une science exacte, ils font des erreurs. Donc, quand on parle de transformation génétique, il y en a 2 grosses. Il y a on transforme génétiquement un maïs, un canola, un soya pour qu'ils deviennent résistants à un herbicide total. Donc, le fameux maïs Roundup Ready, soya Roundup Ready. Roundup étant l'herbicide le plus vendu dans le monde, la compagnie Monsanto. Ce qu'on fait, c'est qu'on crée un maïs qui devient résistant, tolérant à cet herbicide-là. Donc, on vient épandre sur le champ de ce Roundup. Toutes les plantes meurent, bénéfiques, maléfiques, tout ce que tu veux, sauf ton maïs. Problématique, c'est que la nature s'adapte. Donc, pour tuer toutes ces appelées mauvaises herbes, entre guillemets, on vient en mettre de plus en plus, mais aussi on vient faire des mélanges de plus en plus toxiques d'herbicides et de pesticides sur nos champs. Donc, qui se retrouvent dans nos terres, qui se retrouvent dans nos rivières. Donc, la communauté paye des contaminations. C'est pour ça aussi, malheureusement, que le Canada a accepté il y a plusieurs années donc la commercialisation de semences tolérantes au 2,4-D, étant l'agent orange en fait utilisé tristement pendant la guerre du Vietnam. Donc, ça ne sert pas à augmenter les rendements, ça sert juste à tuer de plus en plus et malheureusement ça augmente les rendements. Ça augmente l'utilisation de pesticides, donc c'est ce qu'on appelle le Roundup Ready. Et la deuxième, c'est ce qu'on appelle il produit son propre insecticide. Donc quand on parle de BT, de maïs BT, BT étant, je ne sais jamais, mais le bacillium je ne sais plus quoi, une bactérie du sol. En fait, on prend ce gène-là, on l'insère dans un maïs par exemple, et ce maïs vient sécréter, donc transpirer en fait de son propre insecticide. Donc ce qui peut tuer certains insectes nuisibles. Et donc, dans ces 2 transformations-là, ou autrement, on vient compiler plusieurs gènes comme ça, tolérant à plusieurs herbicides et produisant plusieurs insecticides. Donc, il n'y a aucune transformation génétique commerciale dans le monde qui sont là pour sauver la planète, être planté dans des terres plus arides, des terres plus humides, augmenter les rendements, ça n'existe pas, c'est un fantasme qu'on lance malheureusement trop souvent. Ok. Ma réponse était peut-être longue, mais... Non, c'était très bien. Au niveau de l'étiquetage, comment on peut expliquer qu'au Canada, il n'y a aucun étiquetage là-dessus? Et pourquoi finalement la situation ici au Canada est très similaire aux États-Unis? C'est difficile d'un contexte historique de savoir pourquoi. Une des raisons qui paraît assez simple, c'est que ce soit aux États-Unis ou au Canada, je pense que les 2 façons de fonctionner sont similaires. Les lobbies sont très forts dans le côté agroalimentaire. Peut-être que l'attachement à la nourriture est peut-être pas le même qui se passe en Europe par rapport à ici, donc peut-être une moins forte mobilisation à la base par rapport à ces produits-là. Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'ici on se base, ailleurs aussi, souvent, on se base sur un côté paradoxal, c'est ce qu'on appelle l'équivalence en substance. Donc pour Santé Canada, Agriculture Canada, ceux qui en fait valident l'autorisation de nouvelles semences OGM au Canada, on considère qu'un maïs OGM et un maïs conventionnel sont plus ou moins similaires, donc pas besoin de faire de nouvelles études sur cet OGM-là. Donc on n'étudie pas du tout l'impact sur la santé, l'impact dans nos champs, l'impact sur notre environnement d'OGM, parce que Santé Canada considère que c'est la même chose. Est-ce que Santé Canada se base sur des études ou des prétendues études faites par la FDA américaine? Se base principalement sur les études faites par Monsanto. Okay. Et souvent, ils n'ont même pas accès aux données brutes, donc ils ne peuvent même pas vérifier complètement. Donc ils se basent sur des études de Monsanto. Mais ce qui est paradoxal là-dedans, c'est que nos gouvernements considèrent qu'ils ne sont pas assez différents pour les étudier, mais ils considèrent qu'ils sont assez différents pour les breveter. Donc quand ça arrange qu'ils soient assez différents et breveter le vivant pour faire de l'argent, ils considèrent que c'est assez différent. Mais quand c'est pas assez différent, on considère qu'il n'y a pas d'études à faire supplémentaires et c'est validé malheureusement rapidement. Ok. On a assisté, justement en parlant de Monsanto, on a assisté dans les dernières semaines, dans les derniers mois,
à des reportages très intéressants sur l'Inde, où l'Inde serait devenue le laboratoire de Monsanto. On assiste actuellement à un taux de suicide chez les agriculteurs qui est très très important. Il y a certes derrière tout ce business un rapport par rapport à l'argent, évidemment. Est-ce qu'il n'y a pas autre chose derrière tout ça? Est-ce que des sociétés comme Monsanto n'ont pas une vision un peu eugéniste de la chose? On sait très bien qu'aux États-Unis, certaines personnes, certaines élites ont des visions très très eugénistes par rapport à la situation. C'était le cas par exemple pour les vaccins. Il y a des gens qui écrivent des journaux par exemple en faveur aujourd'hui des vaccins. Mais si on regarde bien dans l'historique de ces gens-là, les gens qui écrivaient ça participaient aussi à des congrès sur l'eugénisme. Donc est-ce que chez Monsanto, il n'y a pas une vision un peu eugéniste? Ben, par rapport aux gens qui travaillent à Monsanto, qui sont les têtes pensantes de Monsanto, je ne connais pas assez le sujet par rapport à s'ils font des choses sur l'eugénisme. C'est sûr qu'en regardant ça à l'extérieur, à mon avis, moi, mon regard, c'est une compagnie capitaliste qui est là pour faire de l'argent. Comment faire de l'argent? C'est en assouvissant en fait les agriculteurs à planter leurs propres semences, en corrompant les gouvernements pour publiciser, pour autoriser aussi la semence de leur culture. Ce qui se passe en Inde, en fait, moi, pourquoi j'ai commencé à militer sur les OGM, c'est par rapport à un cas en Inde. En fait, Greenpeace avait sorti un rapport en 2010 qui expliquait un peu ce que tu viens de dire, où moi, je me disais, bon, ben oui, les OGM, côté environnemental, côté éthique, c'est vrai que c'est négatif, mais ça doit avoir un avantage, les gens doivent au moins gagner de l'argent s'ils en plantent. Et donc, ce rapport, en fait, étudiait 12 fermes qui plantaient des OGM de coton. En fait, c'est principalement le coton BT qui est planté en Inde. Donc 12 fermes qui plantaient du coton OGM, 12 fermes qui plantaient du coton biologique. Et ils les matchaient. Et donc deux qui étaient proches, et ils regardaient en fait sur 2 années de culture, une ferme qui plantait des OGM, combien ça leur coûte de semences, combien ils s'endettent par rapport à ça, parce que c'est plus cher, les semences, les produits qui vont avec, combien ça leur rapporte, combien ils rapportent à l'hectare, et à la fin, combien tu gagnes en fait avec l'agriculteur. Et ce qui était effarant, c'est que les gens qui plantaient du biologique, à la fin, ils gagnaient, je sais plus, 100-200 pièces par an, ou l'équivalent au moins d'un bénéfice, et ceux qui plantaient des OGM en fait étaient endettés chaque année et s'endettaient de plus en plus. En fait, c'est pour ça que les gens se suicident, c'est qu'ils deviennent serrés à la gorge. On leur a promis monts et merveilles en disant l'augmentation des rendements, mais là ils s'endettent pour quelque chose qui ne leur rapportera jamais. Et donc, ironiquement, quand tu parles des suicides, ces gens-là, ils boivent de pesticides, comme le Roundup ou choses comme ça, pesticides de Monsanto, et il y a beaucoup de morts. Par rapport à l'eugénisme, parce que en fait, si c'est une vision, disons, capitaliste, c'est vraiment une vision à ce moment-là à court terme. Parce que sachant que les gens consomment des OGM et finissent par mourir d'un cancer ou quelque chose qui est relié aux OGM en plus bas âge que peut-être normal, ça ne fait pas de ces gens-là des consommateurs à long terme. Oui, bah alors, si un enfant naît avec un problème dû à une maman, par exemple, qui a consommé pendant la grossesse des OGM... Ouais, mais ils s'en foutent, ils vendront les médicaments plus tard aussi, malheureusement. C'est un peu ironique, mais le propre du capitalisme, en fait, c'est une vision à court terme. Je veux dire, que ce soit par rapport à l'exploitation du pétrole, les OGM, je dirais, ils ont une vision à court terme du profit maximum. Et si Monsanto, plus tard, on n'a pas assez de consommateurs, on n'arrive plus à vendre leurs produits, c'est que la capitale s'orientera vers une autre entreprise qui fera du business. Donc, par contre, il y a un fait très surprenant. En Norvège, il y a un bunker dans la ville de Svalbard, avec des semences, apparemment financées en partie par Monsanto. Est-ce que, d'après vous, les semences qui sont là-dedans sont des semences libres de toute j'ai entendu parler de ce manipulation génétique? À mon avis, elles le sont, mais je connais pas assez le dossier, mais c'est vrai qu'il y a de plus en plus, comme on perd en faire un patrimoine. Actuellement, on mange... il y a 6 grands céréales dans le monde qui sont à la base de 70% de nos protéines alimentaires, alors qu'avant c'était bien plus. Les sortes de tomates sont uniformisées, nos fruits et nos légumes. Donc oui, il y a des gens qui essaient de sauver ces semences-là pour peut-être un jour les ressortir, au moins pour conserver ce patrimoine génétique mondial. J'ai cru entendre que Monsanto était appliqué là-dedans. Après, est-ce que je leur donne pas des intentions très bonnes en fonction de il faut préserver ces semences-là? Est-ce qu'ils veulent un jour devenir propriétaires de ça et être les seuls à posséder ce patrimoine génétique?
compte tenu de son historique, je pense que ça serait peut-être plus ça que quelque chose de très altruiste, à mon avis. Ouais. Mais par contre, elles sont sûrement pas génétiquement modifiées parce que c'est des choses qui coûtent cher. Il y a peu de choses en fait génétiquement modifiées. Il n'y a pratiquement aucun fruit et légumes. Il faut aussi mettre les choses sur. Il y a peu de semences génétiquement modifiées actuellement dans le monde. Parce que c'est pas une science exacte, parce qu'ils ne savent pas trop ce qu'ils font, et parce que ça coûte cher aussi comme étude. Ouais, c'est ça, ce truc-là est financé par les grosses têtes, et en fait, surtout des grosses têtes qui sont aussi derrière d'autres plans. Et je pense qu'il y a la fondation Bill Gates qui est derrière ça aussi. Bah, Bill Gates et Monsanto, c'est deux amis très alliés depuis. C'est de notoriété publique. Parce que c'est ça, il y a aussi un côté de. Peut-être pas le génisme, mais d'un côté de la technologie va nous sauver. Quoi. Ça, c'est aussi quelque chose de fort dans Bill Gates qui a créé quand même une des compagnies les plus connues dans le monde dans la technologie. Parce que Bill Gates, par exemple, qui finance ça, fait des discours, des conférences où il dit très clairement qu'il faudrait réduire le gaz à effet de serre et que le calcul pour réduire le gaz à effet de serre, c'est de réduire la population. Il le dit lui-même, on y arrivera avec la médecine, les vaccins, etc. Donc, est-ce qu'il nous balance des sacs OGM avec peut-être même des pesticides en Afrique, sacs de riz, qui balancent, et d'un côté, il finance ça pour préserver une certaine pureté, disons, j'irai pas jusque-là, parce que, tu sais, le principal producteur d'OGM dans le monde et celui qui en mange le plus, c'est les États-Unis. Donc, n'allons pas croire non plus qu'ils veulent aller balancer des disons que c'est assez. En Afrique, mais disons que c'est assez contradictoire de financer un bunker où on préserve des semences et en même temps de participer avec Monsanto et compagnie à la modification des. C'est contradictoire. Je pense qu'il a. Et on s'entendrait sûrement pas avec Bill Gates, mais lui, dans sa tête, il pense qu'il a raison. Je veux dire, foncièrement, il pense que la science va sauver le monde. Il pense qu'il y a peut-être, c'est une théorie qui est souvent avancée, qu'il y a trop d'êtres humains et qu'on consomme trop. Mais bon, après, on peut rappeler que si tout le monde consommait comme nous, peut-être que c'est sûr qu'on n'a pas assez de planète, mais bon, on est capable de faire mieux. Mais Bill Gates, je pense aussi, comme c'est une fondation, et qu'une fondation doit avoir une éthique quand même pour que les gens viennent donner à ta fondation. C'est sûr qu'en disant je vais donner des semences gratuitement dans les pays d'Afrique, comme le continent pauvre, en fait, je pense que c'est aussi une façon de dire qu'il fait quelque chose pour les pays. Je pense pas qu'il ait une idée de. En tout cas, moi, je lui prête pas cette idée-là. Je pense juste qu'il pense qu'il a raison, qu'en donnant des semences OGM et cette technologie-là merveilleuse, ils vont sauver l'Afrique. Donc il serait un philanthrope, comme il le dit lui-même, philanthrope de vraie nature, finalement. Comme tous ces gens finalement qui ont été philanthrope, il donne d'un côté pour prendre de l'autre aussi. Il se donne des bonnes images, c'est un peu du greenwashing, ou je sais pas comment l'appeler quand côté agricole. Je pense qu'il s'aime bien, je pense qu'on vit pas du tout sur la même planète, c'est difficile d'être dans sa tête, mais de là à lui prêter des attentions C'est sûr que c'est un sujet qui. Moi j'irai pas jusqu'à là, mais il faut creuser, il faut chercher. Mais on peut faire un constat, et ça c'est un constat qui est certain, c'est que tous les gens qui sont prétendus philanthropes ont tous des dégâts sur cette planète. Et les philanthropes, c'était des banquiers, c'était JP Morgan, c'était Goldman Sachs. Ah oui, c'est sûr que mais ceux qui ont été les plus gros philanthropes, c'est ceux qui ont le plus d'argent. Par contre, qui ont fait des dégâts. Oui, mais par contre, on ne peut pas non plus les mettre tous dans le sac. Il y a des fondations qui sont très bonnes actuellement au Canada et dans le monde, qui ne sont pas forcément issues de ces grandes richesses. Lesquelles, par exemple je sais pas, au Canada, Tide Canada, il y a des gens qui ont accumulé. Il y a des fondations qui sont là pour. Qui n'accumulent pas tous leurs fonds de la part d'un milliardaire, millionnaire qui veut se donner une bonne image et qui crée une fondation aussi pour se mettre à l'abri de l'impôt aussi, des fois. Donc c'est bon d'avoir des côtés éthiques. Mais qui viennent en fait accumuler plus des petites sommes de gens qui ont de l'argent à placer dans qui ont comme envie de redonner peut-être à la société ce qu'eux, ils ont la chance d'accumuler en tant que gain. Donc, je veux dire, l'étude de Serralini par rapport aux OGM a été financée par la fondation, je ne sais plus son nom, mais c'est des fondations privées qui ont financé des études sur Monsanto. En fait, la chose, c'est toujours de voir qui a financé pour avoir un petit aperçu de l'idéologie qui est derrière ça. Ça aide, c'est vrai. Ça aide souvent. Oui, Pour revenir à Monsanto, quel serait le rôle finalement de Monsanto au Québec? Ou plus largement au Canada?
Bah, le rôle, Ils sont là pour... bah, ils sont là pour faire du business, quoi. Ouais, Enfin, je veux ok. dire, ils sont là pour essayer de soumettre l'agriculture au Canada à leur bon vouloir. Donc actuellement, qu'est-ce qu'il y a? Je pense qu'ils sont en deuxième lecture de ce qu'on appelle la loi Omnibus C18. Ok. C18 voulant que l'agriculteur qui n'a déjà pratiqué... Tu sais, les semences de Monsanto, en fait, quand tu vas en acheter, tu signes un gros contrat où tu n'es plus maître t'as plus le droit d'échanger, t'as plus le droit de planter, t'es obligé de racheter chaque année, t'es obligé d'acheter tout le stock qui va avec, produits toxiques, tout ça. Mais la loi C18, en fait, de ma compréhension, permettrait en fait aux compagnies multinationales d'avoir encore plus d'emprise sur les agriculteurs qui, en fait, n'auraient même plus le droit, un droit fondamental de planter des semences, de récolter leurs semences aussi et de leur planter chaque année. Mais ça serait juste un privilège. Donc ce privilège pourrait tomber, serait comme en fait un droit qu'on enlèverait aux agriculteurs. Donc, ça veut dire qu'ils seraient de plus en plus amenés à acheter des semences brevetées. Et donc quelqu'un qui voudrait sortir de ce marché-là aurait de plus en plus de difficultés. Et donc Monsanto, il est là pour faire du business, donc influence, il obéit au point de vue fédéral, provincial, l'UPA au Québec par rapport aux syndicats monopolistiques. Il est là pour faire du business. Est-ce que le Québec est autant touché par cette chose-là que les autres provinces au Canada, ou est-ce que c'est plus, moins Parce que je sais par exemple que l'agriculture est très importante, par exemple, dans des régions comme le Saskatchewan. Ouais. Non, ici c'est très OGM. Après, les surfaces sont pas les mêmes non plus. Là. Je veux dire, les surfaces en Saskatchewan, c'est pas plus du canola, choses comme ça. Ici, je pense que les statistiques se valent par rapport à... C'est plus la géographie qui va jouer sur l'agriculture que le côté permissif est le même au Québec qu'au reste du Canada. Parce que comme tu le dis, principalement c'est le fédéral qui contrôle en fait l'approbation de nouvelles semences. Sauf que je pense qu'il y a peut-être une plus grande opposition, une plus grande crainte par rapport aux OGM au Québec que dans le reste du Canada. Quoiqu'au BC, ils sont quand même assez ouverts et assez conscients du danger que représentent les OGM. Je dis pas qu'en Ontario, la Saskatchewan ne savent pas, mais il y a comme un côté peut-être un peu plus militant au Québec, je pense. Ce serait la différence. Ouais, d'accord. Et à ce niveau-là, est-ce qu'il y aurait peut-être dans les prochaines années une loi qui mettrait en vigueur un étiquetage des OGM? Est-ce qu'on peut voir ça dans les prochaines années, ou est-ce que c'est encore loin? Là tu parles à quelqu'un de très optimiste. Alors donc par rapport à l'étiquetage obligatoire des OGM, il y a plusieurs types d'étiquetage. Si on parle par exemple de l'étiquetage européen, qui est comme le plus commun ou le plus cité, c'est un étiquetage qui veut que tout produit ayant plus de 0,9% de sa composition issue d'OGM, on est obligé d'étiqueter. Donc il n'y a pratiquement aucun produit qui sont étiquetés avec OGM en France, en Europe. Sauf que la grosse faille, c'est que le bétail européen est nourri par le soya, beaucoup par le soya qui vient du Brésil, le soya OGM, qui donc détruit les forêts amazoniennes et les autres forêts. Et malheureusement, ça c'est une grosse faille parce que c'est pas étiqueté. Je pense que ça donne beaucoup de problèmes pour, par exemple, des produits comme le chocolat, où il y a de la léticine de soja. Oui. Donc les chocolatiers, des fois, font du chocolat avec la léticine de soja sans s'en rendre compte qui est une... Bien sûr, sauf que si ce léticine de soya, je ne sais pas les pourcentages en chocolat, s'il dépasse un certain pourcentage, je ne pense pas que ce soit très gros. Donc oui, on peut avoir un certain pourcentage, mais ça limite. Par exemple, tu achètes de l'huile canola ici au Québec, je pense que c'est 100%, quoi. Même si on dit qu'on ne retrouve pas la protéine OGM, c'est quand même fait à partir de 100% de canola OGM. Quoi. Et donc cet étiquetage existe dans plus de 60 pays. Au-delà d'étiquetage, il y a plein de pays qui bannissent les OGM. Ce matin, en fait, une des choses qu'on a postées sur le site de Vigilance OGM, c'est que en fait, la France vient d'interdire la culture. Donc, ce qui se passe en France, c'est qu'ils se battent un peu avec l'Europe. Ils interdisent la culture il y a deux OGM qui sont autorisés en France à la culture. Le Monsanto 810, qui est comme le premier historiquement connu, et maintenant un nouveau que je ne sais plus le numéro. Donc le Monsanto 810 vient d'être interdit à la culture, sauf qu'il y a des gens qui avaient commencé à cultiver ça, des agriculteurs. Et donc ce matin, il y avait ce qu'on appelle les faucheurs OGM, qui sont des militants, des citoyens, qui sont inquiets, qui vont faucher dans les champs, qui viennent en fait porter ces semences devant la gendarmerie en France. Ils disent, nous on n'en veut pas, regardez, voici les noms de ceux qui ont fait de la désobéissance civile. Ce qui s'est passé ce matin, c'est que ces gens-là voulaient aller détruire des champs, mais
c'est ce qui est un peu ce qui est intéressant, c'est que les agriculteurs les attendaient. Il y a certains agriculteurs que normalement on faisait pas de cassonoculture, donc on vous attend. Mais sauf que c'est la police qui est venue détruire les champs. Donc le gouvernement qui est venu détruire les champs et qui se sont battus avec les agriculteurs, quoi. Parce qu'ils ont dit non, c'est illégal, vous n'avez pas le droit de planter des OGM, donc on vous détruit votre champ. Et c'est même plus les citoyens qui ont besoin, c'est les. Ça peut être quelque chose de positif, malgré qu'on. Positif dans le sens où le gouvernement prend une action contre les OGM, parce qu'il y a une pression des citoyens. Ici, on est vraiment dans un autre monde. Là, on ne pourrait pas faire ça ici, je dirais. 70% du maïs que tu vois dans les champs et OGM, là, je veux dire, par quoi tu commences, quoi. Okay, ouais. Par rapport à l'étiquetage, la question intéressante, c'est qu'il y a vraiment une grosse pression. Donc, ça fait 20 ans, on nous a annoncé des promesses de augmentation des rendements. Par contre, les agriculteurs n'y croient plus, à mon avis. Sont encore très... donc ça, c'est des gens qui vont commencer à penser autrement qu'OGM. Les promesses qui n'ont pas tenu, donc il faut qu'ils changent. Et donc, il y a aussi une grosse pression des consommateurs qui ne savent toujours pas, qui savent que dans d'autres pays ça existe. Il y a l'étiquetage qui vient de passer en Vermont, qui est le premier État d'Amérique du Nord qui a l'étiquetage en 2016. Et donc, c'est ce que ça va être un domino qui va faire entraîner les autres. La Californie qui était très proche, il y a eu des lois au Vermont, en Californie, à Washington, l'État de Washington, où Monsanto et compagnie ont dû dépenser des millions de dollars pour faire de la contre-pub, de la propagande, pour dire non, ne votez pas, vous voulez pas savoir ce que vous mangez. Et donc, je pense que Québec serait le bon prochain, j'espère. Couillard avait annoncé, enfin pas Couillard, mais le PLQ avait annoncé en 2003 qu'il voulait faire l'étiquetage, la première élection de Jean Charest. Bien sûr, nous sommes 11 ans plus tard, on attend toujours. Ça reste de la politique, hein. Ça reste de la politique. Des promesses de politiciens. Mais le provincial pourrait passer un étiquetage obligatoire des OGM sans attendre le fédéral. Okay. Et oui, moi je pense. Sauf que les lobbies sont tellement gros, tellement importants, investissent tellement d'argent qu'ils pourraient des fois faire changer la vie des gens. Ah oui, bien sûr. Ah oui, oui, on l'a vu sur différents paradigmes. Mais je pense que il faut déstabiliser ce pouvoir-là, ce pouvoir des lobbies. Je pense que les citoyens unis sont bien plus forts que des lobbies très riches. Et sauf que c'est pas ce qu'on nous apprend à l'école de nous organiser. Comment on fait pour convaincre les gens ici au Québec d'éviter justement les OGM? Déjà, ça doit être difficile parce qu'il faut savoir quel produit est OGM et lequel ne l'est pas. Mais quand on le sait, qu'est-ce qu'on fait? On boycotte? On lance des campagnes de boycott ou... Quelle action prendre vis-à-vis de ça? Est-ce qu'on fait comme au point de vue personnel, qu'est-ce qu'on peut faire? Déjà, si on veut éviter en tant que consommateur et consommatrice au Québec, éviter les OGM, faites-vous à manger, consommez pas de produits transformés et achetez bio, quoi. C'est-à-dire qu'actuellement, 70% des produits transformés contiennent des produits, donc lectine de soya, sirop de maïs, fructose issu de maïs, choses comme ça. Donc 70% de ces produits-là sont faits à base d'OGM, en plus grand pourcentage. Sauf qu'il n'y a pas de fruits et légumes. Seulement deux, enfin je dis pas, seulement deux. Le maïs sucré, qui depuis 2 ans peut être génétiquement modifié, donc notre fameuse épluchette de blé d'Inde peut être un blé d'Inde qui est génétiquement modifié pour sécréter son propre insecticide, ce qui est très appétissant. Deuxièmement, la papaye qui vient d'Hawaï, sauf qu'on n'est pas forcément l'endroit dans le monde qui achète de la papaye d'Hawaï, la papaye états-unienne. Donc si on se fait à manger avec des produits, des fruits et légumes, on peut avoir des fruits et des légumes qui ont beaucoup de pesticides mais qui sont pas OGM. Mais si vous vous orientez vers... faites-vous à manger vous-même et achetez du bio. Le bio, c'est à peu près sûr? C'est sûr. C'est sûr que c'est pas planté OGM. Après, est-ce qu'il y a eu contamination? Je sais qu'il y a certains labels qui vérifient à la fin de production. Certains qui se contentent d'être sûrs que les pratiques agronomiques et donc les semences ne sont pas OGM et qu'on fait des pratiques sans pesticides. Mais là, je ne sais plus exactement lesquelles le sont, donc je ne veux pas dire de bêtises. D'accord. Mais au moins, c'est sûr que l'impact santé et l'impact environnemental, ça va vraiment diminuer de beaucoup. Très bien. On va peut-être juste rappeler aux personnes qui nous écoutent le site web de Vigilance OGM, c'est l'adresse. Donc c'est www.vigilanceogm.org et le site internet, le Facebook surtout, donc Vigilance OGM. Okay. C'est là où c'est plus facile de poster régulièrement des nouvelles que faire des blogs qui
sont peut-être pas aussi réguliers que ce qu'on aimerait. D'accord, très bien. Cool. Merci Thibaut. Merci, salut.